Être seul ne signifie pas être malheureux. Au contraire, la solitude peut devenir une véritable alliée si l'on apprend à l'apprivoiser. Les penseurs stoïciens nous ont transmis des leçons précieuses pour transformer ces moments en source de force et de sérénité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces enseignements intemporels. Préparez-vous à changer votre regard sur la solitude. Dans ce voyage intérieur, chaque leçon vous aidera à cultiver un bonheur indépendant des circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne à puiser la joie au cœur même de notre esprit, en développant la paix intérieure. Si vous traversez une période de solitude ou si vous souhaitez simplement enrichir votre vie, ce contenu est fait pour vous. Allons découvrir ensemble ces 10 leçons essentielles. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Être maître de ses émotions. Imagine une tempête qui éclate soudainement. Les vents soufflent, la pluie tombe à verse, et les éclairs déchirent le ciel. Tu ne peux pas arrêter cette tempête, n'est-ce pas? Mais tu peux choisir comment y réagir. Paniquer ou rester calme, te réfugier ou affronter le vent. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela. La vie nous envoie des tempêtes, des problèmes, des échecs, des injustices, mais nous gardons toujours le pouvoir de choisir notre attitude. Prenons un exemple concret. Supposons que tu perds ton travail. C'est dur, bien sûr. Mais au lieu de t'effondrer, demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler ici? Tu ne peux pas forcer ton ancien employeur à te reprendre, mais tu peux postuler ailleurs, acquérir de nouvelles compétences ou même explorer une nouvelle voie. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, il nous apprend à agir là où nous avons du pouvoir. Une technique puissante pour dompter nos émotions est la préméditatio malorum, la visualisation du pire scénario. Imagine le problème que tu redoutes le plus, un échec, une dispute, une perte. Maintenant, visualise comment tu pourrais y faire face avec courage. En anticipant calmement l'adversité, tu réduis son pouvoir de te surprendre et de t'anéantir. Tu te prépares mentalement à rester debout, quoi qu'il arrive. Un autre outil précieux est le journal. Écris chaque soir ce qui t'a troublé dans la journée, mais aussi comment tu as réagi. As-tu cédé à la colère, à la peur, ou as-tu gardé ton calme? En observant tes émotions sur le papier, tu prends du recul. Petit à petit, tu deviens moins esclave de tes impulsions et plus maître de toi-même. La gratitude, elle aussi, est une arme secrète. Quand tout semble aller mal, pose-toi cette question: qu'est-ce qui, malgré tout, va bien? Peut-être as-tu une famille, une santé, un toit, ou simplement un nouveau jour pour essayer à nouveau. En te concentrant sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, tu renforces ta résilience. Bien sûr, maîtriser ses émotions ne signifie pas les nier. Si tu es triste, permets-toi de l'être. Si tu es en colère, reconnais ce sentiment. Mais ensuite, demande-toi, cette émotion m'aide-t-elle à avancer ou m'enfonce-t-elle? Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais la lucidité. Pense à un marin en pleine mer. Il ne contrôle pas les vagues, mais il peut ajuster ses voiles. De la même manière, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment naviguer à travers les épreuves. C'est ça, la vraie liberté. Au début, cela demande des efforts. Tu auras des rechutes, des moments où les émotions prendront le dessus. Mais à force de pratique, visualisation, journal, gratitude, tu sentiras ta force intérieure grandir. Tu ne seras plus ballotté par chaque coup du sort. Rappelle-toi, les événements extérieurs ne définissent pas qui tu es. Ce qui compte, c'est ta manière d'y répondre. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Voilà le cœur du stoïcisme. Transformer les obstacles en opportunités de devenir plus fort, plus sage, plus libre. Alors, la prochaine fois qu'une tempête se lèvera dans ta vie, respire, rappelle-toi que tu tiens les voiles et navigue avec courage. Le calme après la tempête n'en sera que plus beau. Leçon 2. Développer l'autosuffisance émotionnelle. Imagine un arbre solide en pleine forêt. Quand le vent souffle, il plie parfois, mais il ne se déracine pas. Pourquoi?
parce qu'il puise sa force en lui-même, dans ses propres racines. Nous pouvons apprendre la même chose. Trop souvent, nous cherchons notre stabilité dans les regards, les compliments ou l'approbation des autres. Mais que se passe-t-il quand cette validation disparaît? Nous voilà fragiles, comme un arbre qui dépendrait du vent pour rester debout. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu modifié ton comportement, tes opinions ou même tes désirs simplement pour plaire à quelqu'un? Combien de fois as-tu ressenti ce pincement au cœur quand tu n'as pas reçu le compliment attendu? Le stoïcisme nous invite à une prise de conscience radicale. Nous n'avons pas besoin de permission extérieure pour exister, pour être digne ou pour être heureux. Commence par un exercice simple. Pendant une journée, observe chaque fois que tu attends une réaction des autres. Tu partages une idée en réunion et tu guettes les sourires d'approbation. Tu publies une photo sur les réseaux et tu vérifies compulsivement les likes. Ces petits gestes trahissent notre dépendance. Le but n'est pas de juger, mais de prendre conscience. Car on ne peut changer que ce qu'on remarque. Ensuite, pratique le détachement. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais simplement accepter que les autres ont leur propre jugement, leurs humeurs, leurs priorités, qui n'ont souvent rien à voir avec toi. Si quelqu'un te critique, demande-toi, est-ce vrai? Si oui, apprends. Sinon, laisse passer. Leur opinion ne définit pas ta valeur. Un outil puissant est de cultiver ton jardin intérieur. Passe du temps seul, sans distraction, à simplement être avec toi-même. Lis, médite, marche. Plus tu te connaîtras, moins tu auras besoin que les autres te disent qui tu es. Tu découvriras une source de paix qui ne dépend ni des circonstances ni des personnes. Bien sûr, nous sommes des êtres sociaux. Aimer, partager, échanger est naturel. La différence, c'est de le faire par choix et non par besoin. Quand tu agis par vrai désir et non par peur du rejet, tes relations deviennent plus authentiques, plus légères. Rappelle-toi cette vérité. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour être en paix. Les autres peuvent t'apporter de la joie, mais ils ne devraient jamais détenir les clés de ton bonheur. C'est comme si tu avais un trésor dans ta poche tout en mendiant des pièces aux passants. Au début, cela peut faire peur. L'autosuffisance émotionnelle demande du courage. Mais chaque fois que tu résistes à l'envie de chercher une validation extérieure, tu te renforces. Comme un muscle, ta confiance intérieure grandit avec l'entraînement. Un jour, tu réaliseras que tu es devenu comme cet arbre de la forêt. Les vents des opinions, des jugements ou des indifférences pourront souffler autour de toi. Tu trembleras peut-être un peu, mais au fond, tu resteras inébranlable. Parce que tes racines plongent désormais dans quelque chose de bien plus solide, la certitude silencieuse de ta propre valeur. C'est ça, la vraie liberté. Ne plus être l'esclave des réactions des autres. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Leçon 3. Se concentrer sur le moment présent. Regarde une flamme qui danse. Elle ne pense pas à la cire qu'elle a brûlée hier, ni à celle qui reste à consumer demain. Elle brûle, simplement, pleinement, maintenant. Nous pourrions apprendre beaucoup d'elle. Combien de temps passons-nous coincés entre les regrets du passé et les inquiétudes du futur, alors que la vie ne se déroule jamais ailleurs que dans l'instant présent? Prends une simple tasse de café. Bien souvent, nous la buvons machinalement, pendant que notre esprit court ailleurs. La réunion de l'après-midi, la dispute d'hier, la facture à payer demain. Mais essaie ceci. La prochaine fois, bois ton café comme si c'était la première fois. Sente son arôme, ressens la chaleur de la tasse entre tes mains, goûte chaque gorgée lentement. Tu viens de faire l'expérience du présent. C'est tout simple, mais c'est une petite révolution. Nos esprits sont comme des singes turbulents, sautant sans cesse d'une branche à l'autre. La méditation de pleine conscience est un outil précieux pour les calmer. Pas besoin de coussins zen ou d'heures de silence. Commence par 5 minutes. Assis confortablement, concentre-toi sur ta respiration. Quand ton esprit s'échappe, et il le fera, ramène-le doucement, sans te juger. C'est un entraînement, comme apprendre à marcher, on tombe, on se relève. Les exercices sensoriels sont une autre porte vers le présent. Promène-toi et compte mentalement 5 choses que tu vois.
4 que tu touches, 3 que tu entends, 2 que tu sens, 1 que tu goûtes. Ce petit jeu anodin a un pouvoir magique. Il t'arrache à tes pensées pour te ramener dans ton corps, ici et maintenant. Et c'est quand tu te sens submergé, tu seras surpris. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Le passé n'existe plus que dans notre mémoire, le futur n'existe pas encore. Le seul moment où nous pouvons vraiment vivre, agir, être, c'est maintenant. Marc Aurèle lui-même écrivait « Ne te laisse pas emporter par le flot des choses. Concentre-toi sur la tâche présente. » Bien sûr, cela ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou ne pas préparer demain. Mais il y a une différence entre utiliser le passé comme guide et s'y noyer, entre préparer l'avenir et s'en inquiéter obsessivement. Le présent est le seul terrain où nous pouvons réellement poser nos pieds. Quand tu te surprends à ruminer, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle à agir maintenant? Sinon, laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Ton esprit est le ciel, les pensées sont les nuages. Les nuages vont et viennent, mais le ciel reste toujours là, vaste et calme. Au début, revenir au présent demande des efforts conscients. Mais avec le temps, cela devient plus naturel. Tu remarqueras que les moments où tu es vraiment présent ont une qualité différente, plus intense, plus vivant. Même les choses simples, une conversation, une promenade, un repas, prennent une nouvelle saveur. Rappelle-toi, le bonheur n'est pas une destination lointaine. Il est caché dans l'art de savourer l'ordinaire, de vivre pleinement ce qui est déjà là. Le présent est le seul moment où la vie se déroule vraiment. Ne le laisse pas te filer entre les doigts. Alors, inspire profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons. Voilà, tu es revenu. Tu es ici. Tu es vivant. Et ce moment, comme chaque moment, est un cadeau à accueillir. Leçon 4. Utiliser la vertu comme boussole. Imagine que tu es un capitaine en pleine mer. Autour de toi, le brouillard est épais, les vagues sont imprévisibles. Comment garder le cap? Tu as besoin d'une boussole fiable. Dans la vie, nos 4 vertus stoïciennes, sagesse, courage, modération et justice, jouent exactement ce rôle. Elles ne nous disent pas quel chemin est le plus facile, mais lequel est le plus juste. Prenons la sagesse d'abord. Ce n'est pas une connaissance encyclopédique, mais l'art de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Un sage stoïcien ne s'épuise pas à vouloir changer le monde, mais il travaille sur ce qu'il peut vraiment influencer, ses jugements, ses valeurs, ses actions. C'est comme apprendre à faire la différence entre une porte verrouillée et une porte ouverte. Inutile de s'acharner sur la première. Le courage, lui, ne signifie pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. Quand tu dois dire une vérité difficile, quand tu dois changer de chemin alors que tout le monde continue droit devant, c'est là que le vrai courage se montre. Les stoïciens voyaient le courage comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il se fortifie. Chaque fois que tu agis selon tes principes malgré les difficultés, tu deviens un peu plus fort. La modération est souvent mal comprise. Ce n'est pas se priver de tout plaisir, mais trouver la juste mesure. Manger avec plaisir mais sans excès, travailler avec sérieux mais sans obsession, prendre soin de son corps sans en faire une idole. Comme un musicien qui trouve le bon tempo, ni trop lent, ni trop rapide. La modération est l'art du rythme parfait dans chaque domaine de la vie. Quant à la justice, elle va bien au-delà des lois. C'est traiter chaque être humain avec le même respect que tu voudrais pour toi-même. Même quand personne ne regarde. Même envers ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Un stoïcien sait que nous sommes tous des feuilles du même arbre, différentes, mais connectées à la même branche de l'humanité. Le plus beau dans ces vertus, elles se renforcent mutuellement. Plus tu es sage, plus tu vois où appliquer la justice. Plus tu es courageux, plus tu peux pratiquer la modération dans les situations difficiles. C'est comme un cercle vertueux. Chaque acte vertueux rend le suivant plus naturel. Bien sûr, personne n'est parfait. Parfois, nous trébuchons. L'important n'est pas de toujours réussir, mais de toujours se relever. Comme un archer qui rate sa cible, il ne maudit pas l'arc, il ajuste sa visée pour le prochain tir. Chaque échec devient alors une leçon, chaque erreur une occasion de progresser.
Petit à petit, en alignant tes choix sur ces vertus, quelque chose d'étonnant se produit. Tu découvres une satisfaction profonde, différente des plaisirs passagers. C'est la satisfaction tranquille de savoir que, quoi qu'il arrive extérieurement, tu es resté fidèle à tes principes, que ton âme est en paix avec elle-même. Les circonstances peuvent enlever beaucoup de choses, ton argent, ta réputation, même ta liberté. Mais personne ne peut enlever ta capacité à choisir la vertu. C'est là le pouvoir ultime que les stoïciens ont découvert. Quand tout semble s'écrouler autour de toi, tu peux toujours choisir d'être la meilleure version de toi-même. Alors, face à chaque décision, grande ou petite, pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que la vertu ferait à ma place? Cette petite question, répétée chaque jour, peut transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que toi, tu changes. Et c'est de là que vient la vraie liberté. Leçon 5. Cultiver l'autoconnaissance. Il y a une aventure bien plus captivante que l'exploration des océans ou de l'espace. La découverte de soi-même. Nous passons nos journées avec nous-mêmes, et pourtant, combien d'entre nous peuvent vraiment dire qu'ils se connaissent profondément? Le stoïcisme nous invite à cette exploration intérieure. Car comment pourrions-nous vivre selon nos valeurs si nous ignorons ce qui nous motive vraiment? Prends un instant pour observer tes dernières décisions. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Cette relation? Cette habitude? Bien souvent, nous agissons par automatisme, poussés par des désirs que nous n'avons jamais vraiment examinés. Comme un voilier dont les voiles captent tous les vents sans discernement, nous nous laissons porter par des influences extérieures sans même nous en rendre compte. L'introspection quotidienne est notre outil le plus précieux. Le soir, avant de dormir, pose-toi simplement 3 questions. Que ai-je fait aujourd'hui qui était aligné avec mes valeurs? Qu'est-ce qui m'a fait réagir avec émotion? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Pas besoin de longs discours. Quelques minutes de sincérité avec toi-même suffisent. Petit à petit, ces moments deviennent comme une lampe qui éclaire les recoins de ton âme. Un exercice puissant consiste à identifier nos jugements automatiques. Quand quelqu'un te critique, quelle est ta réaction immédiate? Colère, tristesse, indifférence? Ces réactions instantanées sont des fenêtres ouvertes sur nos blessures cachées et nos croyances profondes. En les observant sans les juger, nous apprenons à les comprendre plutôt qu'à leur obéir aveuglément. Attention cependant, l'autoconnaissance n'est pas une excuse pour l'autoflagellation. Comprendre nos mécanismes ne signifie pas nous condamner pour eux. Le stoïcien observe ses faiblesses avec la même objectivité qu'un médecin examine des symptômes, non pour se critiquer, mais pour se soigner. Chaque prise de conscience est une opportunité de croissance, pas une raison de se déprécier. Plus tu te connaîtras, plus tu remarqueras un phénomène étrange. Beaucoup de tes désirs ne viennent pas vraiment de toi. La publicité, les réseaux sociaux, les attentes sociales plantent en nous des envies qui ne nous correspondent pas. En identifiant ces désirs empruntés, tu peux commencer à te recentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Cette connaissance de soi a un effet secondaire merveilleux. Elle nous rend plus indulgents envers les autres. Quand tu comprends tes propres failles, il devient plus naturel d'accepter celles d'autrui. Tu réalises que nous sommes tous en apprentissage, chacun avec nos combats intérieurs. Bien sûr, cette exploration n'est pas toujours confortable. Nous découvrirons des parts d'ombre, des contradictions, des peurs que nous avions enfouies. Mais comme le dit l'adage stoïcien, mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui réconforte. Chaque vérité sur nous-mêmes, même difficile, est un pas vers plus de liberté intérieure. Au fil du temps, tu développeras une sorte de boussole intérieure. Face à une décision, tu sentiras presque physiquement ce qui est aligné avec ton vrai soi et ce qui ne l'est pas. Les choix deviennent plus clairs, même s'ils ne sont pas toujours plus faciles. Car parfois, la voie authentique est aussi la plus exigeante. Rappelle-toi, personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. Les livres et les maîtres peuvent montrer le chemin, mais la marche, tu dois la faire seule. Et c'est peut-être là le plus beau voyage, celui qui ne nous emmène nulle part ailleurs qu'au centre de nous-mêmes, là où réside notre sagesse la plus profonde. Commence dès ce soir. Prends 5 minutes
Ferme les yeux et demande-toi simplement « Qui suis-je vraiment ?» La réponse pourrait bien te surprendre. Et cette surprise est le début de tout. Leçon 6. Apprécier ce que l'on a. Imagine que tout ce que tu possèdes aujourd'hui, ta santé, tes proches, ton toit, tes souvenirs, te soit retiré demain. Brutalement, que ressentirais-tu? Cette pensée peut sembler morbide, mais les stoïciens y voyaient un exercice puissant, la préméditation des pertes. Non pas pour s'apitoyer, mais pour réveiller notre gratitude envers ce que nous tenons souvent pour acquis. Prends ta main droite. Ouvre-la, ferme-la. Simple, n'est-ce pas? Maintenant, imagine ne plus pouvoir faire ce mouvement. Soudain, ce geste anodin devient précieux. C'est tout le paradoxe de la reconnaissance. Nous n'apprécions vraiment les choses que quand nous risquons de les perdre. Mais pourquoi attendre ce moment? Le stoïcisme nous invite à cultiver cette conscience dès maintenant. Commence petit. Ce matin, en te réveillant, as-tu remarqué la douceur de ton oreiller? Le fait que tu aies dormi en sécurité? L'eau chaude de ta douche? Ces petits miracles du quotidien passent inaperçus tant qu'ils sont là. Fais en l'inventaire chaque jour. 3 choses simples dont tu peux te réjouir. Un rayon de soleil, un sourire échangé, un repas partagé. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus il se développe. Les stoïciens pratiquaient aussi un exercice radical. Se priver volontairement de certains conforts. Manger simplement pendant un jour, marcher pieds nus dans l'herbe, passer une soirée sans écran. Non par ascétisme, mais pour redécouvrir le plaisir de ce qu'on possède. Comme un jeûne qui rendrait le prochain repas plus savoureux, ces petites privations ravivent notre capacité à apprécier. Regarde autour de toi. Ce livre que tu peux lire, ces yeux qui voient, ces oreilles qui entendent, tout cela est un cadeau. Même tes difficultés sont des opportunités déguisées. Un problème au travail, c'est la chance de développer ta patience. Une dispute, l'occasion d'apprendre l'écoute. Rien n'est jamais totalement négatif si on change de perspective. Attention cependant, la gratitude stoïcienne n'est pas de la résignation. Il ne s'agit pas de se contenter de peu, mais de reconnaître l'abondance qui existe déjà dans notre vie. C'est une attitude active, un choix conscient de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ce choix change tout. Quand tu te surprends à te plaindre, arrête-toi. Respire. Et demande, qu'est-ce qui, malgré tout, va bien? Tu seras surpris de la longueur de la liste. Même dans les pires moments, il reste toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Ne serait-ce que l'air dans nos poumons ou la conscience qui nous permet d'éprouver toute cette gamme d'émotions. Cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle attire davantage de choses positives. Comme un jardinier qui arrose ses plantes, plus tu arroses tes bénédictions avec attention, plus elles fleurissent. Non pas par magie, mais parce que ton regard change. Tu commences à voir l'abondance là où tu ne voyais que le manque. Au début, cela peut sembler artificiel. Mais jour après jour, cette habitude transforme profondément ton expérience du monde. Les mêmes circonstances prennent une couleur différente. Les mêmes défis deviennent plus légers. Parce que tu as ancré en toi cette vérité essentielle. Le bonheur ne dépend pas d'avoir plus, mais de reconnaître plus. Alors ce soir, avant de dormir, prends juste 30 secondes. Ferme les yeux et remercie silencieusement pour 3 choses de ta journée. Ce petit rituel pourrait bien être le début d'une révolution intérieure. Une révolution de gratitude qui change tout, sans rien changer à ta vie extérieure. C'est là toute sa magie. Pense à toutes ces personnes qui font partie de ton histoire. Celles qui t'ont soutenu, celles qui t'ont enseigné, celles qui t'ont simplement souri au bon moment. Chacune a contribué à ce que tu es aujourd'hui. La gratitude stoïcienne s'étend aussi à ces rencontres, même brèves. Un inconnu qui t'a rendu service, un professeur qui a cru en toi, un ami qui t'a écouté sans jugement. Ces liens, souvent oubliés dans la course du quotidien, méritent d'être honorés. Prends le temps de leur envoyer une pensée reconnaissante, ou mieux, un message. Et si tu commençais ta journée non pas en vérifiant ton téléphone, mais en nommant mentalement 3 choses dont tu es reconnaissant?
Le chant des oiseaux à ta fenêtre, la chaleur de ta couverture, le fait d'avoir un nouveau jour à vivre. Ce simple rituel, pratiqué chaque matin, reprogramme ton esprit pour qu'il cherche naturellement la lumière plutôt que l'ombre. La gratitude n'est pas une réaction, mais une attitude. Plus tu la cultives, plus elle devient ton regard par défaut sur le monde. Les stoïciens aimaient se souvenir que tout est éphémère. Cette tasse que tu tiens, un jour se brisera. Ce paysage que tu admires, un jour changera. Cette personne que tu aimes, un jour ne sera plus là. Loin d'être morbide, cette pensée rend chaque instant plus précieux. Elle t'invite à poser ton téléphone, à éteindre les distractions et à savourer pleinement ce qui est là, maintenant. La gratitude naît de cette conscience aiguë de la fragilité des choses. Quand la routine t'endort, essaie cet exercice. Fais comme si tu revenais après une longue absence. Imagine avoir été privé de ta maison pendant des mois, puis y revenir. Soudain, chaque détail devient précieux. La disposition des meubles, la lumière qui traverse les rideaux, les objets familiers. Cet émerveillement, tu peux le recréer à volonté, sans avoir à partir. Il suffit de regarder ton quotidien avec les yeux de celui qui revient après l'avoir perdu. La gratitude est aussi un antidote puissant contre l'envie et la comparaison. Quand tu te surprends à jalouser ce que possèdent les autres, demande-toi, combien de gens rêveraient d'avoir ce que tu as? Ta situation, tes talents, tes relations? Les réseaux sociaux nous montrent sans cesse des vies idéalisées, mais personne n'a tout. En te concentrant sur tes propres richesses, tu désactives le poison de la comparaison et retrouves une paix intérieure. Tiendrais-tu un journal de gratitude? Pas besoin d'écrire des pages. Chaque soir, note simplement 3 moments, petits ou grands, qui t'ont touché. Avec le temps, tu constateras que même les jours difficiles contiennent des étincelles de beauté. Ce journal deviendra un trésor, une preuve tangible que la lumière existe toujours, même quand ton humeur l'occulte. Relis-le dans les moments sombres, il sera une bouée de sauvetage. La gratitude transforme aussi tes relations. Exprime-la concrètement, un « merci » sincère pour un service rendu, une lettre à quelqu'un qui t'a marqué, une attention inattendue. Ces gestes, souvent négligés par manque de temps, nourrissent les liens mieux que 1000 mots. Et ils ont un effet boomerang. Plus tu exprimes de reconnaissance, plus tu inspires les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de bienveillance. Quand l'ingratitude te guette, parce que oui, cela arrive à tout le monde, rappelle-toi cette phrase de Marc Aurèle. Ce qui ne suffit pas à un homme, c'est ce qu'il refuse de suffire à un homme. En d'autres termes, le manque que tu ressens vient souvent de ton refus de voir l'abondance présente. Essaie une journée délibérément simple, un repas frugal, une marche sans but, une conversation sans artifice. Tu redécouvriras que le bonheur réside dans l'essentiel, non dans le superflu. La gratitude n'ignore pas les épreuves, mais elle choisit de les voir autrement. Un échec, c'est une leçon qui t'évitera de plus grosses erreurs. Une peine, la preuve que tu es capable d'aimer profondément. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils s'efforçaient d'y trouver un sens. Cette capacité à transformer l'adversité en croissance est peut-être la forme la plus mature de gratitude. Enfin, souviens-toi que la reconnaissance est un cadeau que tu te fais à toi-même. Ce n'est pas pour les autres que tu comptes tes bénédictions, c'est pour toi. Chaque fois que tu choisis la gratitude, tu construis une forteresse intérieure contre l'amertume et le cynisme. Tu deviens comme un arbre qui, au lieu de maudire la sécheresse, apprécie chaque goutte de pluie. Et à force de cette pratique, tu découvriras le secret le mieux gardé. La vie ne manque jamais de raison d'être reconnaissant. Il suffit d'ouvrir les yeux. Leçon 7. Pratiquer la visualisation négative. Imagine monter sur scène pour un discours important. Ton cœur bat la chamade, tes mains tremblent. Maintenant, visualise ce qui pourrait mal se passer. Tu bégaies, tu oublies ton texte, le public murmure. Ça fait peur, n'est-ce pas? Mais étrangement, en affrontant mentalement ces scénarios, quelque chose se produit. Ta peur diminue. Tu réalises que même dans le pire cas, tu survivrais. C'est tout le pouvoir de la visualisation négative. Les stoïciens appelaient cela la préméditatio malorum,
la préparation aux difficultés. Ce n'est pas du pessimisme, mais une forme de vaccination mentale. En t'exposant volontairement à tes peurs dans ton esprit, tu développes des anticorps contre l'anxiété. Comme un pompier qui s'entraîne à éteindre des feux virtuels avant d'affronter les vrais, tu te prépares à garder ton calme quand la réalité frappera. Prenons un exemple concret. Tu crains de perdre ton emploi. Au lieu de repousser cette pensée, explore-la. Que ferais-tu concrètement? Peut-être réduirais-tu tes dépenses, contacterais ton réseau ou profiterais du temps libre pour te former. En matérialisant le monstre, il devient moins terrifiant. Tu passes de « je ne veux pas que ça arrive » à « si ça arrive, je saurai quoi faire ». Cette pratique a un effet secondaire surprenant. Elle intensifie ta gratitude pour le présent. En imaginant la perte de ce que tu as, ta santé, tes proches, ton confort, tu redécouvres leur valeur. C'est comme si tu pouvais vivre leur disparition sans avoir à la subir vraiment. Les stoïciens voyaient là un paradoxe. Contempler la perte rend plus heureux, car il nous apprend à apprécier ce que nous possédons déjà. Bien sûr, il faut doser. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'angoisse permanente, mais de consacrer quelques minutes par jour à cet exercice. Comme un médicament, la visualisation négative est bénéfique à petite dose, nocive en excès. Trouve le juste équilibre entre préparation et obsession. Un bon moyen de pratiquer, choisis une situation qui t'inquiète. Écris le pire scénario réaliste, pas catastrophiste, puis ta réponse idéale. Par exemple, mon partenaire me quitte, je prends le temps de guérir, je me reconnecte à mes amis, je redécouvre ma liberté. Cet exercice transforme l'abstrait en concret, l'émotion en action. Au fil du temps, tu développeras une résilience remarquable. Les coups du sort te surprendront moins, car tu les auras déjà envisagés. Comme un chêne qui, ayant connu de nombreuses tempêtes, s'est plié sans rompre, tu acquiers la souplesse mentale des grands stoïciens. Rappelle-toi, la visualisation négative ne vise pas à prédire l'avenir, mais à t'y préparer. La vie te réservera toujours des surprises, mais tu auras forgé en toi cette conviction fondamentale. Quoi qu'il arrive, tu trouveras en toi les ressources pour faire face. Commence aujourd'hui avec une petite peur. Visualise son pire dénouement, puis ta réponse. Tu verras, le monstre perdra de sa puissance. Et toi, tu gagneras en confiance. Car le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la certitude de pouvoir la traverser. Cette pratique ancienne des stoïciens reste étonnamment moderne. Dans un monde imprévisible, elle offre un ancrage inébranlable, la capacité d'affronter l'inconnu non pas avec terreur, mais avec une préparation tranquille. C'est peut-être là l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. La visualisation négative fonctionne comme un simulateur de vol pour la vie réelle. Quand un pilote s'entraîne à gérer des pannes moteurs ou des turbulences extrêmes dans un simulateur, il développe des réflexes qui pourront un jour lui sauver la vie. De la même manière, en t'exerçant mentalement à affronter des scénarios difficiles, tu programmes ton esprit à réagir avec calme et clarté quand ces situations se présenteront vraiment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la préparation psychologique. Beaucoup de nos peurs viennent de l'inconnu. L'esprit humain déteste le vide et a tendance à combler les incertitudes avec des scénarios catastrophiques irrationnels. La visualisation négative stoïcienne vient mettre de l'ordre dans ce chaos. En envisageant méthodiquement les possibilités réalistes, tu remplaces des peurs floues et disproportionnées par des éventualités concrètes et gérables. Tu passes de « et si tout allait mal » à « voici ce qui pourrait arriver et voici comment j'y ferai face ». Un exercice puissant consiste à pratiquer la journée spartiate. Une fois par mois, vis volontairement une journée en mode dégradé. Repas simple, pas de confort superflu, limitation des distractions. Cette expérience te montre concrètement que tu peux vivre avec bien moins que ce que tu crois nécessaire. En réduisant ainsi ton seuil de tolérance à l'inconfort, les véritables difficultés de la vie te paraîtront moins insurmontables. Les grands orateurs et sportifs utilisent depuis longtemps une version positive de cette technique, visualiser leur succès. Mais les stoïciens ajoutent une dimension cruciale, visualiser aussi les obstacles possibles et leurs solutions. Imagine un athlète qui ne se contente pas de voir la victoire,
mais qui anticipe aussi les crampes, les erreurs techniques ou la pression du public. Cette double préparation, au succès comme aux difficultés, est la clé d'une performance réellement résiliente. Quand tu pratiques la visualisation négative, attention à ne pas tomber dans le piège de la rumination anxieuse. La différence? La rumination est passive et tourne en boucle, et si ça arrivait, ce serait terrible. Tandis que la visualisation stoïcienne est active et constructive. Si ça arrive, voici les étapes que je suivrai. L'une paralyse, l'autre libère. La clé est de toujours conclure par un plan d'action, même simple. Cette pratique était chère aux empereurs stoïciens comme Marc Aurèle. Avant chaque journée, il s'exerçait à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Mauvaises rencontres, comportements irritants, obstacles imprévus. Ce rituel matinal lui permettait d'aborder la journée non pas avec des attentes idéales, mais avec une flexibilité psychologique capable de s'adapter à toutes les circonstances. Essaie demain matin, consacre 5 minutes à cet exercice et observe la différence dans ta journée. La visualisation négative est particulièrement utile pour les décisions importantes. Avant un choix significatif, prends le temps d'imaginer non seulement le meilleur résultat possible, mais aussi le pire résultat plausible. Cette double perspective t'évitera à la fois l'optimisme naïf et la paralysie par la peur. Tu pourras prendre des risques calculés en pleine conscience, ce qui est très différent des paris inconsidérés ou de l'inaction par crainte. Un bénéfice inattendu de cette pratique est qu'elle te rend plus compatissant envers les autres. Quand tu as toi-même envisagé combien la vie peut être fragile, santé, relations, situation matérielle, tu deviens moins prompt à juger ceux qui traversent des épreuves. Tu réalises que la frontière entre leur situation et la tienne est plus mince que tu ne le pensais, ce qui cultive une profonde humilité. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens pressentaient. Lorsqu'on visualise intensément une situation, le cerveau active presque les mêmes zones que lors de l'expérience réelle. C'est pourquoi les sportifs améliorent leur performance par la visualisation. Appliqué aux épreuves de la vie, ce principe signifie qu'en t'exerçant mentalement à affronter des difficultés, tu crées en toi des chemins neuronaux qui te serviront quand tu devras faire face à la réalité. Enfin, souviens-toi que la visualisation négative n'a pas pour but de te faire craindre la vie, mais au contraire de t'en libérer. En acceptant que des difficultés puissent survenir et en sachant que tu as les ressources pour y faire face, tu peux avancer avec une confiance tranquille. Comme un voyageur qui part équipé pour diverses conditions météo, tu n'as pas besoin de garantir un soleil permanent pour oser te mettre en route. Cette liberté intérieure est peut-être le plus beau fruit de la pratique stoïcienne. Leçon 8. Renforcer sa résilience mentale. La vie ressemble parfois à un océan déchaîné. Les vagues des circonstances extérieures viennent frapper notre bateau sans prévenir. Le secret? Apprendre à distinguer les vagues que nous pouvons éviter de celles que nous devons simplement traverser. Les stoïciens avaient compris cette sagesse fondamentale. Notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de nos réactions face à eux. Prends l'exemple d'un embouteillage. Tu peux klaxonner, t'énerver, maudire les autres conducteurs, ou bien accepter que ce retard ne dépend pas de toi et profiter de ce temps forcé pour écouter un podcast intéressant. La situation est identique, mais ton expérience intérieure change complètement. C'est cela, l'essence de la résilience stoïcienne. Transformer les obstacles en opportunités de croissance. Les petites privations volontaires sont un entraînement précieux. Commence par des défis simples. Une journée sans sucre, une soirée sans écran, une marche sous la pluie sans se plaindre. Ces exercices semblent insignifiants, mais ils forgent ta capacité à supporter l'inconfort. Comme un muscle qui se développe à force d'efforts, ta résilience mentale s'affermit à travers ces petites épreuves choisies. Quand tu te retrouves face à une difficulté, pose-toi cette question magique. Quelle part de cette situation dépend vraiment de moi? Souvent, tu réaliseras que ton champ d'action est plus limité que tu ne le pensais, mais aussi plus puissant. Tu ne peux pas contrôler la maladie, mais tu peux choisir ton attitude face à elle. Tu ne décides pas des comportements des autres, mais tu maîtrises ta façon d'y répondre. La pratique du « comme si » peut t'aider dans les moments difficiles. Demande-toi, comment agirais-je si j'étais déjà la version résiliente de moi-même?
Puis comporte-toi en conséquence. Étrangement, en imitant la force que tu souhaites acquérir, tu commences véritablement à la développer. C'est le paradoxe stoïcien. On devient courageux en agissant avec courage, pas en attendant de le devenir. Les épreuves involontaires de la vie sont souvent nos meilleurs professeurs. Un échec professionnel peut enseigner l'humilité. Une trahison peut renforcer ton discernement. Une maladie peut t'apprendre à apprécier chaque jour. Bien sûr, personne ne souhaite ces expériences, mais quand elles surviennent, la sagesse consiste à en extraire les leçons plutôt qu'à se révolter contre leur existence. Crée-toi une routine de résilience. Chaque matin, rappelle-toi que la journée apportera son lot de défis, certains prévisibles, d'autres non. Prépare-toi mentalement à les affronter avec calme. Le soir, passe en revue les difficultés rencontrées et demande-toi comment tu as réagi, ce que tu pourrais améliorer. Ce simple rituel, pratiqué avec constance, transforme progressivement ta manière d'aborder les obstacles. Souviens-toi que la résilience n'est pas une destination, mais un voyage. Il y aura des jours où tu te sentiras fort face aux tempêtes, et d'autres où tu auras l'impression de couler. C'est normal. L'important n'est pas d'être parfait, mais de persévérer. Chaque effort pour recentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler, chaque petite privation volontaire, chaque épreuve surmontée t'approche un peu plus de cette liberté intérieure que rien ne peut arracher. Finalement, la résilience stoïcienne nous offre un cadeau inestimable. La capacité de naviguer à travers les tempêtes de l'existence sans perdre notre boussole intérieure. En acceptant ce que nous ne pouvons changer et en agissant là où nous avons du pouvoir, nous découvrons une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Et c'est peut-être là la plus grande victoire que l'on puisse remporter sur le chaos du monde. La résilience stoïcienne commence par un changement de regard radical. Au lieu de voir les obstacles comme des ennemis, apprends à les considérer comme des entraîneurs personnels. Chaque difficulté vient te renforcer, comme le poids qui muscle le corps du sportif. Quand tu changes ainsi ta perspective, tu ne subis plus les épreuves, tu t'en sers. Le problème ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir de te détruire et devient au contraire une occasion de croissance. Pratique l'art du décentrage. Quand une situation t'angoisse, imagine-toi 1 an plus tard. Cette épreuve aura-t-elle encore la même importance? Cette technique permet de relativiser sans minimiser. Elle t'aide à distinguer les véritables catastrophes des simples désagréments passagers. Beaucoup de nos souffrances viennent de notre tendance à donner à chaque problème le poids d'une tragédie existentielle, alors que la plupart ne méritent pas cette énergie. Développe ton jardin secret intérieur. Identifie des activités qui te recentrent et te ressourcent. Méditation, écriture, marche dans la nature, musique. Ces pratiques deviennent des ancres auxquelles tu peux te rattacher quand les tempêtes extérieures font rage. Plus tu cultiveras ce sanctuaire intérieur en temps calme, plus il sera solide quand tu en auras besoin. Personne ne peut enlever cet espace de liberté intime. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'hygiène mentale préventive. Tout comme on nettoie régulièrement sa maison avant qu'elle ne devienne sale, ils purifiaient leur esprit des pensées parasites avant qu'elles ne s'accumulent. Prends l'habitude de faire le tri dans tes préoccupations. Lesquelles méritent vraiment ton attention? Lesquelles ne sont que des futilités déguisées en urgence? Ce tri régulier préserve ta force mentale pour les véritables défis. Cultive la double vision stoïcienne, voir simultanément la difficulté immédiate et le potentiel de croissance qu'elle contient. Un licenciement est à la fois une perte douloureuse et une opportunité de réinvention. Une maladie est une épreuve physique, mais aussi une leçon d'humilité et de patience. Cette capacité à maintenir les deux perspectives empêche de sombrer dans le pessimisme comme dans l'angélisme, te gardant dans la juste voie du réalisme constructif. Crée ton kit de survie stoïcien. Rassemble des citations, des souvenirs de tes victoires passées, des objets symboliques qui te rappellent ta force intérieure. Quand une tempête émotionnelle se lève, ce kit devient ton point d'appui. Les anciens stoïciens portaient souvent une pièce ou un petit objet pour se rappeler leurs principes dans les moments difficiles. Trouve tes propres supports concrets pour ancrer ta résilience dans le quotidien. Expérimente la thérapie du pire.
Quand une situation t'inquiète, demande-toi, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et ensuite, en poussant ce raisonnement jusqu'au bout, tu réalises souvent que même le scénario catastrophe serait surmontable. Cette descente volontaire aux enfers mentaux te montre que ta capacité de résilience est bien plus grande que ce que tu imagines et que la plupart de nos peurs exagèrent considérablement les risques réels. Apprends à distinguer entre douleur et souffrance. La douleur est souvent inévitable. Perte, échec, déception font partie de la vie. La souffrance, elle, est optionnelle. C'est la couche supplémentaire que nous ajoutons par nos ruminations, nos résistances, nos « pourquoi moi ». Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils refusaient la souffrance inutile. Cette distinction simple, mais profonde change tout dans la manière d'aborder les difficultés. Pratique la gratitude inversée. Au lieu de simplement être reconnaissant pour ce qui va bien, remercie aussi pour les épreuves qui t'ont forgé. Cette personne qui t'a trahi t'a appris la prudence. Cet échec professionnel t'a conduit vers une meilleure voie. Ces difficultés financières t'ont enseigné la frugalité. En cherchant systématiquement le cadeau caché dans chaque défi, tu transformes ton histoire en une succession de leçons plutôt qu'en une litanie de malheurs. Souviens-toi que les arbres les plus résistants aux tempêtes ne sont pas les plus raides, mais ceux qui savent plier sans rompre. Ta résilience ne consiste pas à devenir insensible ou rigide, mais à développer une souplesse psychologique qui te permet de traverser les ouragans de la vie sans briser ton noyau essentiel. Comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, tu peux apprendre à accepter les forces que tu ne peux contrôler tout en préservant ton intégrité profonde. Leçon 9. Adopter la simplicité et le minimalisme. Imagine une pièce encombrée de 1000 objets. On ne sait plus où poser les pieds, ou chercher ce dont on a vraiment besoin. Maintenant, imagine cette même pièce, épurée, avec seulement l'essentiel. Respirer y devient plus facile, non? Le stoïcisme nous enseigne que la simplicité matérielle libère l'esprit. Moins on possède, moins on est esclave de ses possessions. Prenons un exemple concret. Combien de vêtements dans ton placard ne portes-tu jamais? Combien d'objets accumulent la poussière sans jamais servir? Chaque chose inutile que tu gardes prend de l'espace, mais pas seulement dans ta maison, aussi dans ta tête. En triant, tu fais du tri dans tes pensées. Tu te libères du poids du superflu. Et ce n'est pas qu'une question d'objets. Les relations aussi méritent d'être épurées. Certaines personnes drainent ton énergie sans rien t'apporter de positif. Le stoïcisme nous rappelle que notre temps est précieux. Pourquoi le gaspiller avec ceux qui ne te respectent pas ou ne t'inspirent pas? Entoure-toi de gens qui comptent vraiment. La liberté intérieure, c'est cela, ne plus dépendre de ce qui ne te sert à rien. Quand tu réduis tes besoins matériels, tu deviens moins vulnérable aux caprices du destin. Si tu perds quelque chose, peu importe, ce n'était pas essentiel. Cette sérénité, c'est un super pouvoir que les stoïciens cultivaient déjà il y a des siècles. Regarde la nature. Un arbre ne s'encombre pas de branches mortes. Il les laisse tomber pour concentrer son énergie sur sa croissance. Nous devrions en faire autant. Chaque possession, chaque relation, chaque engagement devrait passer par cette question. Est-ce que cela m'aide à vivre mieux ou est-ce juste du bruit? Le minimalisme ne signifie pas vivre dans la privation, mais dans l'intentionnalité. Avoir moins, mais mieux. Choisir ce qui a du sens plutôt que ce qui occupe de l'espace. Quand tu adoptes cette mentalité, tu découvres que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la légèreté. Pense à Sénèque, qui disait que la richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de ne manquer de rien. Cela ne veut pas dire renoncer à tout, mais savoir distinguer entre ce dont on a besoin et ce dont on croit avoir besoin. La publicité, la société de consommation, nous pousse à désirer toujours plus. Le stoïcisme, lui, nous apprend à désirer moins, et donc à être plus satisfait. Commence petit. Aujourd'hui, range un tiroir. Demain, dis non à une obligation qui ne t'apporte rien. Petit à petit, tu sentiras ta vie devenir plus fluide. Moins de distractions, moins de stress, moins de poids inutile à porter. Et en contrepartie, plus de temps, plus de clarté, plus de place pour ce qui compte vraiment. La simplicité est un chemin,
pas une destination. Certains jours, tu auras envie de craquer pour un achat impulsif. D'autres fois, tu te sentiras obligé de dire « oui » alors que tu penses « non ». C'est normal. L'important, c'est de rester conscient, de recommencer sans cesse. Comme un muscle, la discipline de la simplicité se renforce avec l'entraînement. Au final, adopter un mode de vie minimaliste, c'est faire de la place pour la vraie vie. Moins de biens, mais plus de moments. Moins de superficialité, mais plus de profondeur. Et surtout, moins de dépendance extérieure, donc plus de liberté intérieure. C'est ça, la sagesse stoïcienne appliquée au quotidien. Prenons un instant pour observer comment nous dépensons notre argent. Combien de ces achats sont réellement nécessaires? Le stoïcisme ne condamne pas le confort, mais il questionne nos motivations. Achetons-nous par besoin ou par habitude? Par envie réfléchie ou par peur de manquer? Chaque euro gaspillé dans l'inutile est un peu de liberté en moins. Car posséder, c'est aussi être possédé par les soucis d'entretien, de rangement, de remplacement. La vraie richesse est de n'être l'esclave de rien. Et si on appliquait cette logique à notre emploi du temps? Beaucoup courent sans cesse, persuadés que plus signifie mieux. Plus d'activités, plus de sorties, plus de projets. Mais à quoi bon s'épuiser si c'est pour ne savourer aucune de ces expériences? Les stoïciens prônaient la qualité plutôt que la quantité. Une journée bien vécue, avec pleine conscience, vaut mieux qu'une semaine en pilotage automatique. Le minimalisme temporel, c'est l'art de faire moins pour vivre plus. Réfléchis à ton usage des technologies. Combien de notifications vérifies-tu par réflexe? Combien de temps perds-tu à scroller sans but? Ces distractions modernes sont comme des possessions mentales. Elles encombrent ton attention. Le philosophe Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Désencombrer son esprit commence par choisir consciemment ce à quoi on accorde son temps. Une connexion moins fréquente, mais plus significative. Le minimalisme affectif est tout aussi crucial. Combien de rancéures, d'inquiétudes inutiles transportons-nous comme des bagages trop lourds? Les stoïciens pratiquaient l'examen quotidien pour identifier et lâcher ces poids émotionnels. Imagine ton cœur comme une maison. Veux-tu vraiment y entasser chaque colère passagère, chaque petite angoisse? Nettoyer ces émotions, c'est créer l'espace pour accueillir la joie simple d'exister. Même notre alimentation peut bénéficier de cette philosophie. Dans un monde d'abondance, nous mangeons souvent par ennui, par stress, par excès plutôt que par faim véritable. Le stoïcisme antique recommandait de jeûner occasionnellement, non par privation, mais pour retrouver le vrai goût des choses. Manger moins, mais mieux. Savourer pleinement une pomme comme si c'était un festin. Cette discipline transforme un besoin biologique en acte de pleine conscience. Appliquons cela à nos paroles aussi. Combien de discussions sont vides, de plaintes répétitives, de bavardages inutiles? Les stoïciens mesuraient leurs mots comme on compte des pièces d'or. Parlez moins pour dire des choses plus vraies. Écoutez davantage. Ce minimalisme verbal économise une énergie précieuse et approfondit nos échanges. Après tout, le silence souvent en dit plus long que le bavardage. Et notre environnement de travail? Un bureau en désordre reflète et nourrit un esprit dispersé. Prends 5 minutes chaque soir pour ranger ton espace. Ce petit rituel stoïcien prépare une journée plus claire demain. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. Ton espace physique influence ton paysage mental. Un cadre épuré invite à des idées plus pures. Le minimalisme financier aussi libère. Dettes, abonnements superflus, dépenses compulsives, autant de chaînes invisibles. Essaie un mois en notant chaque dépense. Tu découvriras avec stupeur où fuient tes ressources. Les stoïciens vivaient volontairement sobrement, même lorsqu'ils étaient riches, pour rester libres. Car celui qui dépend de trop de choses est toujours vulnérable. L'autonomie est la vraie sécurité. Cette philosophie s'applique même à nos loisirs. Combien de livres non lus entassés pour plus tard?
Combien de séries commanditées sans plaisir par habitude? Le loisir minimaliste, c'est choisir délibérément ce qui nous nourrit vraiment. Lire peu, mais relire les passages qui nous transforment. Regarder peu, mais absorber profondément. Le loisir devrait recharger notre âme, pas l'épuiser davantage. Enfin, le plus beau cadeau du minimalisme, redécouvrir l'abondance du simple. Le chant d'un oiseau, une tasse de thé chaude, une conversation sincère, ces petits riens que l'excès nous rendait incapables de goûter. Les stoïciens parlaient de se contenter de peu comme d'une superpuissance. Car quand on sait trouver la joie dans l'essentiel, on devient invincible. Plus rien ni personne ne peut te priver de ton bonheur. Il ne dépend que de toi. Leçon 10. Accepter ce qui ne peut être changé. Imagine être pris dans un embouteillage alors que tu es pressé. Tu peux klaxonner, t'énerver, maudire le monde, ou bien respirer profondément et profiter de ce moment inattendu pour écouter de la musique ou réfléchir. C'est ça, l'amor fati, aimer son destin au lieu de le combattre. Les stoïciens disaient que la souffrance ne vient pas des événements, mais de notre résistance à ce qui est. Prends l'exemple d'un sportif qui se blesse gravement. Il peut s'acharner à regretter son ancienne condition, ou bien voir dans cette épreuve l'opportunité de développer de nouvelles compétences, de se réinventer. L'histoire regorge de personnes qui ont transformé leurs limites en force. Le stoïcisme nous apprend à distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et à concentrer nos efforts uniquement sur le premier. Quand un problème survient, pose-toi cette question simple. Est-ce que je peux y changer quelque chose? Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. Si c'est non, apprends à l'accepter avec grâce. Cette distinction fondamentale te fera économiser une énergie considérable. Combien de temps perds-tu à ruminer des choses que tu ne contrôles pas? La pratique de l'amor fati va plus loin que la simple acceptation. Elle invite à voir chaque situation, même difficile, comme une occasion d'apprendre et de grandir. Un licenciement peut devenir le début d'une nouvelle carrière plus épanouissante. Une rupture amoureuse douloureuse peut être l'occasion de mieux se connaître. Les stoïciens appelaient cela l'alchimie des épreuves. Observe la nature, un arbre ne lutte pas contre l'hiver. Il l'accepte, se met en dormance et utilise cette période pour se préparer au printemps. Nous devrions en faire autant avec nos hivers personnels. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des saisons nécessaires à notre croissance. Cette philosophie ne signifie pas devenir passif. Au contraire, en arrêtant de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable, tu disposes de plus de ressources pour agir là où tu peux vraiment faire la différence. C'est comme si tu arrêtais de vouloir arrêter la pluie et que tu apprenais plutôt à danser sous l'averse. Commence petit. Aujourd'hui, quand tu seras confronté à un petit contretemps, un retard, une déception mineure, entraîne-toi à dire « c'est comme ça. Comment puis-je en tirer le meilleur parti ?» Petit à petit, tu développeras cette capacité à transformer les obstacles en tremplin. Les stoïciens appelaient cela l'art de retourner les circonstances comme un manteau. Souviens-toi que les plus grandes leçons de vie viennent souvent des épreuves bien acceptées. Un marin apprend plus dans la tempête que par temps calme. De même, nos qualités les plus profondes, courage, patience, résilience, ne se révèlent que face à l'adversité. C'est pourquoi les stoïciens considéraient les difficultés comme des professeurs exigeants mais précieux. La prochaine fois que tu feras face à une situation difficile, essaie ce petit exercice stoïcien. Demande-toi comment, dans 10 ans, tu souhaiterais avoir réagi à cette épreuve. Cette mise en perspective t'aidera à trouver la sagesse et la force nécessaires pour traverser l'épreuve avec dignité. En cultivant l'amor fati, tu ne deviendras pas indifférent aux difficultés, mais tu développeras une paix intérieure inébranlable. Tu découvriras que chaque moment, même difficile, fait partie du tissu unique de ta vie. Et qu'en l'acceptant, tu deviens l'acteur conscient de ton existence plutôt que sa victime. C'est là toute la puissance transformatrice du stoïcisme. Prenons l'exemple d'une pandémie mondiale. Personne ne l'avait choisi. Pourtant les réactions ont été très variées. Certains se sont rebellés. Contre les restrictions,
d'autres ont sombré dans l'angoisse, tandis que d'autres encore y ont vu l'occasion de ralentir, de se recentrer sur l'essentiel. Le stoïcisme nous enseigne que face aux grands bouleversements collectifs, nous conservons toujours un espace de liberté intérieure, celui de choisir notre attitude et notre interprétation des événements. Dans nos vies personnelles aussi, l'amor fati opère des miracles. Un parent vieillissant qui nécessite des soins peut être perçu comme un fardeau ou comme une chance de rendre l'amour reçu. Un échec professionnel peut marquer la fin d'un rêve ou le début d'une nouvelle aventure plus alignée avec nos valeurs. La clé réside dans ce regard actif qui cherche systématiquement. Quelle opportunité se cache ici? En quoi cette situation peut-elle contribuer à ma croissance personnelle? Les enfants sont souvent nos meilleurs professeurs en la matière. Quand un enfant tombe en apprenant à marcher, il ne passe pas des heures à maudire la gravité. Il pleure peut-être un instant, puis se relève et recommence. Cette capacité naturelle à accepter les chutes, comme partie intégrante de l'apprentissage, est une pure expression de l'amor fati. En grandissant, nous compliquons inutilement cette sagesse innée. La nature nous offre également de belles leçons d'acceptation. Un roseau plie sous la tempête mais ne rompt pas, tandis que le chêne rigide risque de se briser. L'eau s'adapte à tous les récipients sans perdre sa nature profonde. Ces métaphores naturelles illustrent parfaitement la philosophie stoïcienne: s'adapter sans se renier, accepter sans s'abandonner, traverser sans résister inutilement. La résilience naît de cette souplesse face au réel. Dans les relations humaines, cette pratique devient précieuse. On ne peut changer autrui, seulement notre façon d'interagir. Un proche difficile reste responsable de ses actes. Mais nous choisissons comment y réagir, plutôt que de nous épuiser à vouloir modifier ce qui ne dépend pas de nous. Nous pouvons décider de poser des limites bienveillantes, de modifier nos attentes ou parfois de simplement nous éloigner sans rancune pour préserver notre paix intérieure. L'histoire regorge d'exemples inspirants. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, a choisi de transformer sa souffrance en une force de réconciliation nationale. Viktor Frankl, survivant des camps nazis, en a tiré une psychologie du sens. Ces géants ont appliqué l'amor fati à l'échelle extrême, montrant que même dans les pires circonstances, l'être humain conserve sa liberté ultime, celle de choisir le regard qu'il porte sur son destin. Au quotidien, cette philosophie se cultive par de petits exercices. Quand la météo gâche vos plans du week-end, entraînez-vous à y voir une opportunité inattendue, de lecture, de repos ou de créativité. Quand un appareil casse, au lieu de râler, considérez cela comme une chance d'apprendre à réparer ou de vous délester du superflu. Chaque contrariété devient ainsi un terrain d'entraînement pour développer votre muscle stoïcien de la résilience. Le travail sur le langage est un puissant levier. Remplacez « je dois subir cette situation » par « je choisis d'accueillir cette expérience ». Transformez « pourquoi moi » en « qu'est-ce que cela m'apprend ». Ce simple glissement sémantique modifie profondément notre perception des événements. Les stoïciens antiques pratiquaient déjà cette réforme linguistique intérieure comme outil de transformation personnelle. Attention toutefois à ne pas confondre acceptation et résignation passive. L'amor fati est un acte dynamique qui consiste à embrasser la réalité pour mieux agir sur ce qu'il est. C'est l'attitude du médecin qui accepte le diagnostic pour mieux combattre la maladie. Cette nuance cruciale fait toute la différence entre une philosophie de vie empourante et une simple soumission au cours des événements. Enfin, souvenez-vous que pratiquer l'amor fati ne signifie pas feindre une joie artificielle face aux épreuves. Il est normal et sain de ressentir tristesse, colère ou frustration. La sagesse stoïcienne invite simplement à ne pas s'y enliser, à traverser ces émotions pour en extraire le nectar de croissance.
Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Vos plus grands défis contiennent souvent les graines de vos plus belles transformations.